Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. 3 jours après avoir reçu en son cabinet le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de régulation des télécommunications, Minette Libom-Liquin, ministre des Postes et Télécommunications, adressera un courrier à Justine Difo, président du conseil d'administration, dont l'objet porte sur la situation conflictuelle des organes dirigeants de l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications. Pour la tutelle, les situations conflictuelles au sein de cet établissement public sont dues au non-respect par les organes de gestion des dispositions réglementaires en matière de gestion des établissements publics ainsi que des règles d'éthique et de gouvernance, notamment pour ce qui est du dernier recrutement. Un recrutement empreint de forts soupçons, dira le ministre des Postes et des Télécommunications, de forts soupçons de corruption avec des marchandages des postes. Le ministre dénonce des recrutements effectués directement sans test ni respect du plan d'organisation des effectifs et des besoins réels en ressources humaines lui permettant d'atteindre les objectifs assignés en matière de régulation du secteur des télécommunications. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, ce sera l'édition du vendredi présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Dysfonctionnement à l'agence de régulation des télécommunications et cette mise se rappelle à l'ordre du ministre des Postes et Télécommunications. Pour en débattre, nous avons invité en plateau ce soir Pierre-Manuel Bignam du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Dr Patrick Griffoué du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est là Serge Gauthier Onanina du PURS, Peuple uni pour la rénovation sociale, et un avocat, il est là, Maître Augustin Gueffak. Maître Augustin Gueffak, qu'est-ce qui se passe à l'ART? Serge Alain, pour moi, c'est un non-événement ce qui se passe à l'ART, puisque le gouvernement du renouveau, c'est ce qui se passe à l'ART sur le principe. J'en veux pour preuve, vous pouvez vous souvenir des écrits du ministre d'État, secrétaire général, président de la République, Jean-Marie Atangana Mebara, qui dit clairement que dans le système politique du RDPC, c'est celui qui dénonce qui est sanctionné. C'est clair. Donc, Madame Minette Liquin, il y a plutôt pitié d'elle. Parce qu'elle voit juste. 2. Vous pouvez vous souvenir de la sanction qu'a subi un président de la Cour d'appel, magistrat, celui-là qui a dénoncé le faux. Ce qui est intéressant pour moi, Serge Alain, le débat est ailleurs. Dans une société, dans un établissement public, détenu à 100% par l'État, à quoi sert un conseil d'administration? Il faut laisser le directeur général tout faire. Oui. Hein? Le problème, c'est que l'État parti, ou bien le parti État, doit contenter ceux avec qui eux ils manipulent. Ils créent donc ces postes de surcharge qu'on appelle conseil d'administration et installent ces prébendiers à ces endroits. Donc ils nous présentent exactement la réalité de ce qu'ils font. C'est un non-événement. Discutons plutôt sur comment faire pour limiter les casses. Je crois que ça doit... Oui, on va parler des casses, parce qu'il y a casses. Hein. On va parler des casses. Serge Gauthier Onanina, que se passe? Je vous pose la même question. Ben écoutez, Serge Alain, je voudrais dire que les entreprises et les établissements publics et parapublics se distinguent du Cameroun, se distinguent de plus en plus par des scandales plutôt que dans l'accomplissement des missions pour lesquelles elles ont été créées. Oui. C'est quand même curieux et hallucinant et même préoccupant que ce soit le directeur général ou son président du conseil d'administration, alors qu'ils sont attendus dans la qualité du service, mais également le prix
du coût du téléphone au Cameroun, dans la régulation du fonctionnement des entreprises et du respect à la fois de la législation et de la concurrence réelle, ils en soient à se disputer autour des intérêts, des questions de recrutement, de corruption, de clientélisme. Moi, c'est à se demander si on est encore là, ils sont sérieux. Moi, je dis également que ces dysfonctionnements managériaux à l'ART ne sont que le révélateur de la faillite de notre système. Mais c'est également, on peut les transposer, on peut compter plusieurs dysfonctionnements comme ça dans de nombreuses entreprises d'État. D'ailleurs, vous avez souvenance d'un livre. Quand j'ai commencé, j'ai parlé de scandale. Oui. Le professeur Biwoulé nous parlait de scandale. En voilà un. On est dans une gouvernance de scandale au quotidien. Et c'est à se demander à quoi servent les services de renseignement. Vous savez, pour être nommé à une haute responsabilité, on a un universitaire du RDPC. Quand il sera d'enquête de moralité. Ah oui. Que font les services de renseignement? Ils auraient dû faire leur travail. Parce que s'il y a des personnes qui ont une meilleure morale, on peut être agrégé d'université, on peut être un grand cadre, un grand ingénieur, mais ne pas avoir une bonne moralité, ne pas être un bon manager, avoir des rapports difficiles avec de l'argent et d'autres choses. Rapport incestueux. Incestueux. Avec l'argent. Alors, être corruptible ou corrompu, il faut que les services de renseignement aient pu jouer leur rôle. Ils auraient dû le jouer. Parce que si on se retrouve là aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans le contentement politique et non pas dans l'objectivité décisionnelle. J'ai même envie de vous dire, moi je ne suis pas juriste, mais je fais rapidement la virgule du point de vue juridique, que le gouvernement, l'État du Cameroun respecte l'acte uniforme Rwanda, qui régit le fonctionnement des entreprises. Bon, Maître a dit que les entreprises d'État n'ont pas besoin, certes, d'un conseil d'administration, mais vous savez, le problème ici, c'est lequel? Si vous êtes président du directeur général et que vous êtes nommé par la même personne que votre président du conseil d'administration, il y a un conflit, il y a une dualité conflictuelle qui naît. Or, si le président du conseil d'administration était nommé par décret présidentiel et que c'est ce conseil d'administration qui nommait le directeur général, il y a une sorte de... Administrateur, directeur général. Voilà. Qu'il soit administrateur. Voilà. Il y a une sorte de mépris, de zèle, on va arriver sur un autre cas avec... qui n'aurait pas pu... DG. Qui n'aurait pas... Moi, j'ai envie de dire qu'on constate aujourd'hui que chaque responsable, lorsqu'il est nommé, œuvre pour ses poches et sa famille. Okay. Et que du coup, on n'est pas très près de sortir des bouées, des marécages boueux, du sous-développement. Et naturellement, également, on n'est pas prêt de sortir des fouches codines de la corruption. Okay. Voilà encore notre pays qui est ridiculisé. Voilà, ridiculisé. Pierre-Emmanuel Bignam, 3 mois à peine, déjà du scandale. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Bonsoir à tous mes copanélistes. Bonsoir Serge Alain. Un salut patriotique à tous nos militants qui sont embastillés dans les geôles de la dictature camerounaise. Alors, concernant ce qu'on peut appeler actuellement l'ART Gate, oui. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut d'abord comprendre l'historique de la nomination du professeur Difo Justine. Elle est sortie du meeting de Bafoussam qui avait pour objectif de célébrer le deuil et donc l'enterrement du professeur élu Maurice Kamto. C'est à l'issue de ce meeting que le professeur Difo s'est retrouvé le 20 avril dernier à la tête de l'ART comme PCA. Non, vous ne pouvez pas dire que alors, c'est le seul. Alors, Pierre-Emmanuel. Je veux dire les critères de nomination. Voilà, c'est discrétionnaire, la plupart du temps, les critères de nomination ne sont pas objectifs. Voilà. Pour ce qui concerne les différents gouvernements du régime du président Paul Biya. Alors, un DG, si les choses sont bien organisées, un DG et un PCA ne doivent pas avoir de soucis. Oui. Le conseil d'administration légifère, vote des règlements, vote des lois qui vont permettre à ce que la société ait une certaine
direction, suivre une certaine direction. Alors, après avoir légiféré, le PCA a pour rôle de veiller à ce que le DG ou l'administrateur général applique ce qui a été voté par le conseil d'administration. Je prends un exemple. Le conseil d'administration, c'est lui qui définit, par exemple, le taux de croissance de l'entreprise sur une année ou sur une période. C'est-à-dire que le PSA a son tableau de bord de KPI qui sont délibérés par le conseil d'administration et il assigne ça au DG et à travers son tableau de bord, maintenant, il commence à veiller, si c'est de façon trimestrielle ou de façon semestrielle ou annuelle, à ce que les résultats soient atteints. Maintenant, le DG, lui, il est là pour veiller sur la politique opérationnelle, l'implémentation de la politique opérationnelle de l'entreprise à travers ces différentes directions. Il a une direction informationnelle, c'est-à-dire la direction informatique. Il a une direction des ressources humaines qui est en charge du recrutement. Il a une direction marketing, commercial et haute production pour les entreprises de production. Donc, si on prend le cas de la direction des ressources humaines en charge du recrutement, sur les contrats de recrutement de tout le personnel, c'est le DG qui assigne, qui met sa signature. Ce n'est pas le PCA qui recrute. Alors, la correspondance que le Minpostel a adressée au PCA de l'ART du 17 juillet dernier fait état de ce que il y a des soupçons que lors des derniers recrutements, il y a eu corruption. Voilà pourquoi certaines langues d'indiscrétion appellent l'actuel PCA de l'ART Madame 5 millions. Ça, c'est ce qui se dit, que Madame 5 millions. Mais vous savez, au Cameroun, il n'y a pas de fumée sans feu. Si cela est avéré, c'est que c'est très grave. Qu'est-ce que le PCA fait dans le processus de recrutement qui relève du domaine du DG? Alors, j'étais en train de dire tantôt que les critères de nomination de ces PCA ne sont pas objectifs. Au Cameroun, tout le monde sait qu'il faut faire la talakou, il faut être un bon militant du RDPC pour se retrouver à la tête d'un ministère. Et comme Maître venait de dire, moi j'ai pitié de Madame Lubondi King actuellement, parce que je vous assure qu'elle sera dans les salles draps dans les jours à venir, parce qu'on est dans un régime où ceux qui travaillent bien ou qui peuvent s'évertuer à bien travailler sont directement écartés de la mangeoire. Donc ne soyez pas surpris que demain le Minpostel soit remplacé par exemple par le ministre des chauves-souris. Donc c'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. On a vu le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, qui avait très bien démarré la riposte contre la Covid. Ce monsieur, tous les soirs, faisait les reportings sur les cas positifs, sur les décès, sur les cas critiques et autres. Mais un temps, on a vu qu'il n'annonçait plus les décès, même les cas critiques, seulement les contaminés. Et même les reportings qu'il faisait sur les fonds collectés dans le fonds que le président Paul Biya a créé, comment est-ce que les dépenses ont été faites. On ne voit plus ces reportings suivre. Tout simplement parce que si vous allez fouiller, vous allez constater que c'est un monsieur à qui on a fait des remontrances. On lui a dit, hé petit, mais toi tu viens montrer que tu travailles bien ici. Chez nous, quand on travaille bien, on va prendre la porte. Hein? Donc c'est ça le régime actuel. Et vous savez, il y a un proverbe en Bassa qui dit ceci. Le cadavre qui va se réveiller se fait remarquer par les yeux. Ah, il y en a qui se réveillent souvent? Oui, il y a certains cadavres qui reviennent à la vie. Ah, ok. Alors, on les remarque par les yeux. Le régime de Paul Biya, c'est un régime qui est mort depuis. Il n'y a plus espoir de résurrection pour ce régime-là. Okay. Donc, le peuple camerounais n'attend plus rien d'eux. Ok. Merci Pierre-Emmanuel de Bignam. Docteur Rifoué, vous avez suivi, hein, tous les trois, on accuse. Ils ont parlé de contentement politique. Bonsoir, c'est Oui, qu'est-ce que vous avez à dire? Que c'est le contentement politique qui amène certains, hein, on les récompense parce qu'ils ont... Bonsoir aux copanélistes et bonsoir aux millions d'auditeurs d'Equinox Soir. Oui. Déjà, la nomination est discrétionnaire, oui, et le président de la République ne nomme pas que des membres du RDPC. En l'occurrence, le professeur Djifo, qui est PCA de l'ART, n'est pas membre du RDPC.
Elle est à la tête d'une association, une organisation de la société civile qui a toujours milité pour qu'il y ait davantage de femmes en politique. More women in politics. Le meeting de Bafoussam, c'était... Oui, effectivement. Mais... Oui. Le meeting de Bafoussam, j'y viens. C'était un meeting du RDPC. J'y viens. Oui. Le meeting de Bafoussam, comme d'autres meetings auxquels j'ai pris part, et le professeur Difo a été invité à prendre la parole. Elle n'a jamais pris la parole dans ces meetings-là comme membre du RDPC. Elle a pris la parole comme membre d'une organisation de la société civile proche du RDPC, mais pas membre du RDPC. En l'occurrence, elle n'est pas membre du RDPC, elle ne peut pas vous fournir une carte de membre. Elle n'est pas personnalité ressources. Non. Depuis qu'elle est PCA. Non, je ne pense pas. Pourquoi vous lui refusez ce statut-là? Refuser, à ma connaissance, c'est-à-dire en dehors du fait qu'elle ait été invitée, comme des formations alliées, comme d'autres représentants d'associations qui sont souvent invités à des meetings du RDPC, à ma connaissance. Et pour dire la motion, c'était une lourde charge à Bafoussam. Effectivement. Ce jour-là. Effectivement. Sous la pluie, il a plu ce jour-là. Je suppose que c'est un privilège qu'on lui a concédé, mais ce privilège n'a pas fait d'elle un membre du RDPC. Maintenant, j'ai entendu un certain nombre de choses ici. Effectivement, si les éléments que nous avons sur cette situation sont avérés, ce serait quelque chose de grave qu'il faudrait condamner avec la dernière énergie. Et il faudrait souhaiter que la justice s'en saisisse pour faire la lumière là-dessus. Ça, c'est ce que nous disons RDPC. Mais après avoir dit ça, ce que nous disons aussi, c'est que cette dame, comme tout Camerounais qui fait l'objet de soupçons, doit bénéficier, et je souhaite que les membres de ce panel respectent la présomption d'innocence. Cette dame n'a pas été condamnée. Il y a un certain nombre d'allégations, mais les allégations ne sont pas les faits. Il appartiendra, si la justice se saisit de l'affaire, il appartiendra au juge d'établir les faits sur la base desquels elle pourrait être condamnée. Mais pour le moment, même le courrier du ministre parle de forts soupçons. Oui. Un soupçon n'est pas toujours établi au terme d'une enquête. Maître est en face de moi, il me dira peut-être le contraire tout à l'heure. Mais il s'agit simplement de soupçons. Est-ce que les soupçons sont des faits? Moi, je suis d'autant plus réservé sur cette affaire que... Sauf que, avec votre permission, sauf que la même ministre, je n'ai pas le courrier avec moi, mais j'ai mémorisé un mot fort. Non, voici le courrier. Hein. Il parle de ramener la sérénité dans une entreprise qui est en crise, dont l'équipe dirigeante est en crise, en conflit. Alors, c'est la preuve qu'il y a un scandale sous cap. Bon, c'est-à-dire qu'on est évidemment dans le régime du soupçon, de la présomption d'innocence, mais on est également dans un climat qui n'est pas serein et qu'il faut rapidement retrouver parce que c'est pas ça qui va nous aider à baisser le prix du téléphone ou à avoir la qualité du service. Serge Gauthier, rapidement pour répondre à cet élément. La question de la sérénité est une question plus globale parce qu'il ne vous a pas échappé, je pense qu'il n'a échappé à personne ici, que les relations entre l'actuel DG et son précédent PCA étaient des relations qui étaient déjà orageuses. Donc, il y avait des problèmes, ça a toujours été su. Donc, je pense que quand le Minpostel fait allusion à cette question du climat, c'est le contexte plus global de cette entreprise. Et justement, il m'a semblé que le changement de dirigeant qu'il y avait eu au sein des organes sociaux visait justement à ramener davantage de sérénité. Donc, ce que moi je veux dire, c'est que cette dame mérite comme tout le monde la présomption d'innocence. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont fuité et j'aimerais attirer l'attention des Camerounais sur le fait que... Non, docteur, il faut personne n'est là. Vous donnez l'impression aux téléspectateurs qu'on est en train de faire un scandale. On parle du scandale. Oui. J'aimerais... Non, on est pas savons que nous avons affaire à une juriste qui peut nous... C'est l'actualité. Oui. J'aimerais rappeler... J'aimerais revenir sur l'historicité de cette situation. L'attention des Camerounais a tiré sur ce qui se passe là-bas à la suite de l'annonce du recrutement de Carole Yemelon dans cette entreprise. Ce recrutement est dénoncé par un certain activiste lanceur d'alerte et à la suite de la dénonciation de ce recrutement, quelques temps plus tard, nous avons un certain nombre de captures d'écran qui circulent et qui allèguent de ce que elle aurait été approchée ou elle aurait approché des individus
pour monnayer des places dans le recrutement. Donc, c'est à la suite de ces captures d'écran que nous avons le courrier du ministre. Il faut faire attention. Elle met pour qui, là, dans votre phrase, là? Elle s'était mis pour qui? Le ministre, je dis... Non, oui, avant... Elle, le PCA. Ah oui, vous parlez du PCA aussi? Oui, le PCA. Okay. Le PCA, puisque les captures d'écran concerneraient, par le conditionnel, les captures d'écran concerneraient le PCA et un certain individu qui l'aurait approché ou qu'elle aurait approché, parce qu'on n'en sait absolument rien, dans l'optique de faciliter un recrutement. Vous allez continuer. Lorsque Mme Libom Liquin dit « Selon des informations à notre possession provenant d'autres sources », ce recrutement est empreint de forts soupçons de corruption avec des marchandages de postes. Oui, elle dit selon des informations en sa possession. Oui. Moi, je n'ai pas ces informations-là. Je souhaite, si Madame la ministre estime que ces informations sont des informations avérées, qu'elle communique ces informations à un procureur afin qu'il déclenche l'action publique. Parce que le Minpostel, malheureusement, n'a pas le pouvoir de déclencher l'action publique. Okay. S'il s'agit de monnayage de place, je pense que ce sont des pratiques qui sont à proscrire. Mais je dis, pour le moment, nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour considérer que cette dame est condamnable. Donc, j'attends patiemment que l'action publique soit éventuellement mise en place. On va donner... Tout le monde va... Vous avez vu, hein, tout le monde veut réagir à votre suite, hein, docteur Ifoui. Et d'abord, maître... Serge Alain, chers téléspectateurs, il ne faut pas que le RDPC développe une thèse qui n'existe pas. Si vous êtes dans les secrets, comme venez de nous décrire une version des faits, personne ne nous a évoqué cette version des faits. Évoqué ça ici. C'est vous-même qui trahissez le secret de votre chambre. Rapportez-nous la preuve de ce qu'une plainte a été déposée contre la PCA de Arte. Auquel cas, nous sommes interdits de lire la correspondance du ministre. Dès lors que la plainte n'existe pas, quel est le secret qu'on doit protéger? Encore que nous nous disons, moi je dis, celui que je plains ici, celle que je plains ici, c'est celle qui dénonce. Oui. Parce que je sais ce qui va lui arriver. Et je dis d'expérience dans le RDPC, celui qui montre le mauvais, c'est lui qu'on chasse. On est dans le mandat d'un Semben Ousmane. Si tu veux rester à l'intérieur, sois aussi pourri. Si tu tentes, on t'éjecte. Et celui qui l'a dit, il a écrit. C'est le ministre d'État. Atangana Mebara. Vous le savez. Et je vous ai donné une autre expérience. Un haut magistrat a dit ce n'est pas bon. En plein midi, plein exercice, on l'a éjecté. Tout le monde a vu. Donc, c'est coutumier, c'est le principe, c'est la règle d'or de gouvernance du RDPC, parti État. Comme tout le monde sait que c'est la règle, l'exception ne peut plus venir dans le même cas. Nous devons plutôt nous poser des questions. En réalité, dans une société qui se veut au moins normale, avant d'atteindre une république exemplaire, une société d'État détenue par l'État seul, uniquement, c'est-à-dire c'est l'État qui dicte la conduite. À quoi sert le conseil d'administration? Parce que c'est l'État qui dit ce que cette société doit faire. Si c'est au moins une société mixte, on comprendra que les intérêts sont éparses. L'État ne peut pas dicter seul. Il faut un conseil d'administration pour harmoniser les positions. Or, il n'y a aucune position à harmoniser à l'ART. Aucune. Parce que l'État est seul. Que fait le DG dans ce cas? Vous qui étiez en train de nous décrire les faits, vous connaissez la position du DG. Une correspondance a circulé donnant sa version. Oui. Lui-même, il a pris une autre version pour dire je ne me reconnais pas. Voilà. Ça veut dire qu'il y a doute. Et quand il y a doute, nous on ne commente pas. On tire seulement les conséquences que dans la même marmite, il y a les pommes qui vont se cuire, d'autres ne vont pas cuire, d'autres vont cuire de moitié. En tout cas, un bouillon de pommes sortira. Je ne sais pas si vous allez digérer ça. Et c'est le RDPC. C'est dans ces conditions que nous évoluons. Okay. C'est ce qui se révèle de cette histoire qu'on appelle le gate. Pour moi, il n'y a pas gate, parce qu'on ne peut pas dire ce qu'on a détourné. Voilà. L'État a perdu quoi? Merci. Voilà, merci. D'abord,
Pierre-Emmanuel, avant Serge Gauthier sur la question. Ce que moi je voulais dire dans cette histoire, c'est que voilà un PCA qui vient à peine d'être nommé le 20 avril dernier. Ça veut dire que logiquement, ça fait 4 mois qu'elle est là. Elle a déjà fait un trimestre. Et un trimestre après, des scandales commencent à sortir. Ça veut dire qu'un problème de casting se pose. Une fois de plus, le régime du renouveau a fait une erreur de casting. Mais tout le temps, on ne va pas passer toute une éternité à faire des erreurs de casting. Et Madame Libon-Liking, la mine Postel, ce qu'elle ne sait pas, c'est que lorsque le renouveau te met quelque part, ce n'est pas, comme je viens de le dire, venez de le dire préalablement, pour des critères de performance. Ça veut dire que l'agitation qu'elle est en train de faire, de vouloir dénoncer, interpeller, ça n'engage que elle seule. Comme on dit au quartier, c'est pour elle là-bas. Qu'est-ce qu'elle devrait faire selon vous? Elle devrait rester. Oui. C'est pour elle là-bas. Parce que le patron qui a nommé la PCA, il ne l'a pas nommé en lui donnant un cahier de charges objectif. Le patron qui a nommé la PCA n'attend pas d'elle des performances en termes de croissance, en termes de croissance de chiffre d'affaires, de profit et autres. Non. C'est une récompense d'une zélée, d'une militante qui est allée dénoncer que le président élu Kamto est décédé, qui ne veut plus, l'Ouest a enterré Kamto. Donc voilà comment on les récompense dans les différentes nominations. Qu'est-ce qui explique que 3 mois plus tard, un trimestre seulement... Est-ce que le texte était du professeur un trimestre seulement après... Je vous arrête. Est-ce que elle lisait un texte à Bafoussam? Non, est-ce que les mots... Est-ce que le texte était du professeur Difo? Non, mais elle s'est quand même mêlée à ceux-là qui sont allés célébrer la mort et l'enterrement du professeur Kamto, le président élu. Donc, comme pour dire que voilà comment on les récompense. Et on ne peut pas, en presque 40 ans, 4 siècles, continuer à faire des erreurs de casting. Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, Serge Gauthier, Serge Gauthier parlait de l'enquête de moralité. À l'époque du temps d'Aïdjo, mon feu père me disait que lorsqu'on voulait nommer quelqu'un à un poste de responsabilité, il y avait des enquêtes de moralité qui étaient faites. Et dans le privé, ça continue. Voilà pourquoi on demande les références dans le CV. On demande les références de vos derniers emplois et vos derniers patrons. Leur numéro téléphonique, vous ne pouvez pas mentir. Si vous bluffez, vous serez bloqué. Alors si vous sortez d'une entreprise ou d'une organisation où vous n'aviez pas un passé clair, lorsqu'on va interroger votre ancien patron, il va vous verser, comme on le dit communément. Donc aujourd'hui, ces enquêtes de moralité n'existent plus. On nomme les gens par fantaisie, on nomme les gens par courtoisie, par amitié, par récompense, de militantisme et autres. Et on aboutit à ça. Je peux vous dire quelque chose, faire une révélation ce soir. Les télécoms, c'est mon secteur. J'y suis, ça fait déjà presque 10 ans. Alors, la dernière fois, je faisais un travail avec une multinationale qui veut s'implanter ici, je mettais le nom. Et pendant que je faisais ce travail, je voulais certaines données, indicateurs sur notre marché au Cameroun. Je suis entré dans notre site de l'ART. J'ai constaté que les résultats de l'activité 2019-2020 des télécoms au Cameroun ne sont pas disponibles sur le site de l'ART. Vous pouvez vérifier pendant que je parle. Peut-être sortir d'ici, ils vont le faire, mais je sais que la nuit, les fonctionnaires camerounais ne sont plus au bureau. Donc, vous avez, quand je suis entré sur le site de l'ART du Congo, du Tchad, Congo-Brazzaville, Gabon, RCA, j'ai trouvé ces données. Et ces données, chez eux-mêmes, dans leur site, sont postées publiées de façon trimestrielle, on the quarterly basis. Mais au Cameroun, il n'y a rien. Vous imaginez? Donc voilà un organe qui est chargé de réguler l'activité des télécoms au Cameroun, qui n'arrive pas à publier sur son site les résultats de l'activité des télécoms au Cameroun de l'exercice -1. Je vais être gentil pour vous dire que les résultats de l'exercice 2018-2019 n'y sont non plus publiés. Donc, vous voyez où est-ce que nous sommes en train d'aller. Erreur de casting sur erreur de casting, catastrophe sur catastrophe, mauvaise gestion sur mauvaise gestion. Et nous sommes aujourd'hui dans le chaos. Assez, c'est assez. Ok. Merci. Rapidement, Serge Gauthier, avant Rifoué, vous voulez aussi réagir à la suite? Alors, moi, je voudrais dire qu'il y a des curiosités. Oui.
Vous savez, ce qui détermine la performance d'une entreprise, on crée une entreprise pour faire du chiffre, même si c'est un établissement à caractère public, il doit être performant à défaut d'avoir des chiffres, de faire des résultats. Alors, pour que ce soit possible, dans le conseil d'administration, on ne nomme pas des représentants interministériels. Parce que quand on les fait, ils font partie d'un conseil d'administration, ils n'ont pas la technicité et la lecture nécessaire pour pouvoir se projeter dans la performance, l'efficacité de l'entreprise. On recrute des ingénieurs, on prend des magistrats, des avocats d'affaires, parce qu'eux, ils ont une ambition par rapport à cette entreprise. Et c'est par rapport à ça qu'on fixe un cahier de charge. Ici, c'est le représentant d'un ministère XY, parfois qui n'est pas spécialiste du domaine, et qui est porteur parfois de choses qu'il ne maîtrise pas et qui est incapable de défendre. Donc, du coup, ça pose un problème. C'est le premier problème. Le deuxième problème, je voudrais corriger rapidement concernant ce que le Pierre-Emmanuel Bignam a dit concernant... Vous savez, la nomination dans les entreprises à conseil d'administration, les nominations de cadres se font par tout le conseil. Le problème ici, au niveau de l'ART, c'est que c'est la présidente ou le président du conseil qui l'a fait seul. Mais les nominations se font sur proposition. C'est l'article 45 alinéa... je crois jusqu'au poste de sous-directeur. Voilà, directeur adjoint et assimilé. 41 alinéa 1, 2 de la loi 99-016 du 22 décembre 1999 portant statut général des entreprises et établissements parapublics et publics qui le dit. Donc, et même dans le privé, ça se constate, c'est-à-dire que quand vous avez un statut de cadre, ça ne revient plus au directeur général. Donc, le cas ici, et ce n'est pas au PCA seul. Mais ça n'empêche pas les enquêtes de moralité. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas au PCA seul. C'est une délibération du conseil votée à la majorité des 2/3. Or, lorsqu'elle prend ou il prend la résolution d'engager un recrutement d'une quarantaine de personnes sans que ce ne soit passé par un conseil d'administration, c'est un problème grave. Je voudrais également dire qu'il y a des curiosités en termes de gabegie. Serge Alain, avant cette dame qui est président du conseil d'administration, il y a eu des rapports tendus, vous avez parlé d'orageux, c'est bien que le RDPC nous ait prêté cette expression, entre l'actuel directeur général et son prédécesseur, indemnité de non-logement dans son salaire de 900 000, alors qu'en même temps, il a une résidence... Vous parlez de l'ancien PCA. L'ancien PCA qui faisait le reproche au DG en lui disant, vous avez dans vos avantages droit à une indemnité, vous déclarez une indemnité de 900 000 francs de non-logement, alors qu'en ce moment-ci, vous êtes victime, vous êtes en même temps, vous habitez une résidence qui vous a été louée à 2 millions de francs. Donc cette indemnité de non-logement, vous n'auriez pas dû, vous ne devriez plus l'avoir. Il y a également une question de salaire. L'actuel directeur général a 2 ans ou autour de service. Il n'est pas normal qu'il revendique, qu'il réclame un salaire comparable à celui de l'ancien directeur général qui a 18 ans d'ancienneté. Ouais. Je prends des cas qui sont visibles, qui ont fait l'objet, et c'est pour ça que les 2 résolutions du conseil d'administration entre le mois de janvier et la nomination de l'actuel président du conseil d'administration n'ont pas été signées par le président directeur général. Donc, voilà les curiosités, celles des membres du conseil d'administration qui sont comme ça, qui n'ont pas l'expertise nécessaire pour avoir une vision claire de ce que doit être à la fois l'établissement et l'entreprise, ou alors en relation avec ce que l'État attend de lui. Il y a cette loi qui indique clairement que c'est tout le conseil d'administration, les 2/3 qui doivent désigner ou alors recruter en majorité procédure de recrutement des cadres d'un certain niveau. Et enfin, on a quand même en même temps, on accuse un président du conseil d'administration, en même temps, il y a des questions de gabegie de la part du dirigeant actuel. Donc, c'est ça qui fait scandale. Et ça, vous n'allez pas dire que ça fait l'objet encore d'une présomption, parce que il y a des rapports qui ont été publiés et qui ont refusé de faire l'objet de signature. Et nous, au plus, on considère que cette mauvaise gouvernance qui a commencé, qui persiste, doit s'arrêter, parce que, à la vérité, nous n'allons plus. Écoutez, nous ne sommes plus à l'âge de la colonisation où les gens étaient analphabètes, où les gens ne savaient pas un certain nombre de choses. Si les gens sont incompétents, les individus sont incompétents, vous cédez le pouvoir, on va vous montrer comment on gouverne. Okay. On va vous montrer comment on dirige, on va vous montrer comment on rend un pays prospère
Et c'est ce que le juge pense. Justement, à propos des les résolutions des 2 derniers conseils, hein, le ministre a promis qu'elle... Si ça ne cadrait pas avec les objectifs de l'entreprise, d'un examen minutieux, et si ça ne cadre pas, ils seront tout simplement, et ce sont ces mots, invalidés. Voilà. Et justement, on parle du recrutement, Dr Ifoué. Le ministre dit, hein, en s'adressant au PCA, elle dit que ce recrutement s'est effectué directement, sans test, ni respect du plan d'organisation des effectifs, des établissements et des besoins réels en ressources humaines. Donc c'est assez grave là. Oui, sauf que je n'en sais rien. Donc je ne peux pas me permettre d'épiloguer là-dessus. C'est le ministre qui le dit. Je suppose que les informations qu'elle a en sa possession lui permettent de l'affirmer. Oui. En principe, et je crois que Serge Gauthier l'a dit tout à l'heure, les nominations au sein d'une entreprise jusqu'au poste de sous-directeur sont le fait du conseil d'administration. Donc il faut savoir s'il y a, en l'occurrence, pour les recrutements qui ont été effectués, une résolution du conseil ou s'ils ont été le fait de la PCA seule. Dans la situation présente, nous ne savons pas vraiment si c'est la PCA. Nous sommes justement embarrassés parce que la note qui a circulé avant, bon, le directeur général a démenti tout ce qu'il y avait dans cette note-là, donc il devient un peu difficile. Hein, justement, c'est pour ça que je continue à appeler à la prudence. La ministre, dans le courrier, parle quand même de vérifier les résolutions du conseil d'administration. Donc, il est possible que dans ces résolutions-là se trouve une résolution portant sur ce recrutement. Donc, je préfère rester prudent sur ce point-là. Je voulais préciser une petite chose sur l'ART. C'est vrai que c'est un établissement public, mais Pierre-Emmanuel, qui est dans le secteur des télécoms, le sait, c'est une agence. Donc, ce n'est pas une entreprise ordinaire, parce que les agences ont un rôle de régulation qui leur est délégué par l'État. Et en l'occurrence, et c'est à ce niveau que je voulais le corriger, l'objectif ici, ce n'est pas de faire des bénéfices. C'est-à-dire l'objectif d'une agence... Question pratique, oui, par rapport de la régulation. Vous êtes content du prix du téléphone, de la qualité du service, de vos mégas qui disparaissent? Ce n'est pas le sujet, je pense. C'est ça le sujet, c'est de là qu'on parle. Ce n'est pas la question qui m'a été posée par Serge Alain. Répondez. Ce n'est pas la question qui m'a été posée par Serge Alain. Donc, je disais, une agence a un objectif de régulation d'un secteur. Il ne s'agit pas absolument de gagner de l'argent en fin d'exercice. Ce n'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, effectivement, c'est de permettre aux consommateurs dans le secteur d'avoir la meilleure qualité de service au prix le plus intéressant. Ça, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu de l'agence. Donc, je dis, pour en revenir à votre question, je préfère rester prudent parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour pouvoir me prononcer, étant donné que je ne suis pas certain qu'il n'existe pas une résolution du conseil d'administration qui entérine le recrutement. En l'état de mes informations, je ne peux pas affirmer que c'est la PCA qui a recruté de son propre chef. Mais pourquoi le courrier lui a adressé? Oui, mais lorsque vous vous adressez au conseil d'administration, vous écrivez au président du conseil. Ouais. Et puis, voilà, moi j'aimerais aussi, puisque maintenant nous sommes dans la phase un peu technique pratique, j'aimerais aussi critiquer le comportement du DG. N'oubliez pas que c'est le même DG qui a mis en difficulté l'ancien PCA sur ses émoluments, salaires et autres, et il s'est retrouvé à la porte. Et puis même Mme Libomliking n'est pas limpide dans cette affaire, puisque elle a fait partir un ancien PCA et 3 mois plus tard, le nouveau qui a été porté après le casting est en train de montrer ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, je critique une attitude selon laquelle le DG adresse des correspondances directement au ministre et autres, alors qu'il a un conseil d'administration qui a à sa tête un PCA. Même si dans le management, lorsque les relations sont conflictuelles, tu peux escalader. La possibilité d'escalader vient après avoir fait au moins 3 relances, c'est-à-dire qu'auprès de ta hiérarchie. Donc, ça veut dire que ce DG lui-même, c'est quelqu'un qui joue à un jeu trouble et puis qui a une oreille qui écoute. C'est-à-dire l'oreille de la Miss Postel est à son écoute. Voilà pourquoi à chacune de ses sorties, on lui accorde gain de cause et autres. Bref, c'est un jeu trouble. C'est un jeu trouble qui démontre tout simplement que le régime en place est arrivé à atteindre le degré ultime
de son incompétence et de sa capacité à continuer à assurer un lendemain meilleur aux Camerounais. Ils ont une politique qui ne prévoit rien, une politique qui n'a pas de boussole, une politique qui est basée sur des critères subjectifs plutôt que des critères objectifs, que ce soit dans les nominations des différentes entreprises parapubliques ou publiques à 100%. Et ça continue à se faire voir à travers ce ART Gate. Alors, je voudrais dire également à mon ami Dr Patrick Rufoué que si l'ART n'est qu'une agence, qu'est-ce qu'ils font avec un conseil d'administration et un administrateur général, et ils se retrouvent en train de gérer des budgets tellement costauds en termes de milliards par an? Je pense que c'est cette façon de voir les choses qui a plongé le pays dans le chaos. C'est-à-dire qu'on nomme des gens à des positions, à des postes, sans leur donner un cahier de charges, sans avoir une rigueur en termes de résultats par rapport aux missions qu'on leur a assignées. Voilà pourquoi, si dans cette logique, quelqu'un sait qu'il est nommé comme PCA à la tête d'une entreprise publique ou parapublique et qu'il n'a pas les objectifs de croissance, c'est normal qu'il dorme sur ses lauriers et que les résultats soient platoniques, tels que ce que nous observons aujourd'hui, qu'une agence de régulation des télécoms ne parvient pas à publier les exercices de l'année qui est passée N-1 ou les années N-2 ou N-3 sur leur site informatique. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Et on ne peut plus continuer comme nous avons dit. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. Et le changement de paradigme aujourd'hui, tout simplement, il faut que le régime du renouveau, les Camerounais commencent à porter le noir pour pleurer leur deuil et pour s'apprêter à changer de management, à changer de cap, c'est-à-dire en termes de leadership. C'est le leadership du régime de Paul Biya qui a échoué. Il faut un nouveau leadership aujourd'hui, un leadership basé sur la performance, un leadership basé sur des critères objectifs, un leadership qui a un calendrier prospectif, une vision vers l'avenir, une boussole en termes de planification et un suivi rigoureux. Tout cela, le renouveau ne l'a pas. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le régime du président Paul Biya est mort et enterré depuis. Il faut que les Camerounais commencent à s'habiller en noir. Même s'ils sont habillés en blanc le dimanche pour aller à l'église, qu'ils aient quelque chose qui soit noir dans leur habillement pour pleurer ce régime. Parce que nous devons avancer. Maître Ngufak, est-ce que, on va le dire, comme il a dit, ART Gate, c'est un autre problème de cohabitation entre le PCA et le DG. Et justement, dans son courrier, le ministre demande en outre au PCA de travailler dans le cadre strict de vos compétences, telles que définies par les textes en vigueur. Le PCA dispose comme instrument juridique de management des résolutions dûment votées au sein du conseil d'administration et ne s'immisce pas dans la gestion opérationnelle de l'établissement, gestion qui relève des compétences du directeur général. Voilà un autre problème. Est-ce que, lorsque vous regardez ce qui s'est passé à Camerco, où le PCA est venu remplacer, est devenu directeur général? Oui, c'est Alain. Qu'est-ce qui vous amuse, cher monsieur? La cacophonie, la cacophonie que vous décriez, oui, elle est très visible au niveau du Mimpostel. Parce qu'il faut rester. C'est l'arrêter. Oui. Il faut prendre au mot le docteur Rifoué. Voyez-vous, il s'insurge de la violation de la loi par Madame la présidente du conseil d'administration. Parce qu'on n'a pas respecté la loi. C'est au ministère des Postes. Le RDPC ne respecte jamais la loi. Comment le ministère de la Justice peut, avec un mandat de perquisition, arrêter les individus envoyés en prison et que c'est le pouvoir exécutif qui les libère? Vous voyez, le RDPC est coutumier de la violation brusque et brute de la loi. Il faut que ce soit acté. 2. La cacophonie. Voyez-vous,
le DG de ART compte sur Madame le ministre. Ça, c'est sa part. Mais la PCA, ce que vous esquivez de dire, c'est que lorsque ce désordre a commencé, elle a été reçue par le secrétaire général de la République. Elle a été qui avez reçue. cette information. C'est notre pays à nous tous. Elle a été reçue par le directeur du cabinet civil. Et lorsqu'elle revient, une correspondance peut-être qui avait été montée est subitement démentie. C'est la guerre des réseaux dans la cacophonie. Soyons-en conséquents. 3. Je vous ai dit que l'argent de l'État est dépensé pour faire plaisir au RDPC et ses alliés. Vous venez de renforcer ma démonstration en disant que c'est une agence qui ne génère rien, mais au contraire, qui se partage un budget. Voilà. Est-ce que pour se partager un budget Costaud en plus, pas un petit. lourd, il faut un directeur général avec toute la direction, il faut un conseil d'administration avec tous les administrateurs pour se partager le budget de 2 points entre guillemets, vous, agence. Je dis c'est lourd. Le RDPC gère mal, très mal. Le 4e point que je veux réveiller, c'est que quand ça vous arrange, c'est le RDPC et ses alliés. Mais quand vous sentez qu'on va démontrer que et les alliés sont tous pourris, vous les réuniez avant que le coq ne chante. Oui. Venons-en à la notion de société civile, parce que là, vous vous attaquez à moi. Est-ce que la société civile est celle prônée par Madame Difo? Non. La société civile, vous le savez, je ne vous apprends rien. Le professeur Jean Gatti demande aux collaborateurs qui se cachent dans la société civile de se laisser voir et de venir auprès du RDPC et de travailler ensemble. C'est clair, c'est consigné. Oui. Madame Difo, elle a eu le courage de quitter la vraie société civile, qu'on appelle la société civile critique, pour collaborer avec le RDPC. Merci, donc elle est devenue maître. alliée du RDPC. Merci, maître. Pas venir ici ni grenier. Merci, maître. C'est l'heure du journal. Comme tous les vendredis, madame, monsieur, Nadine Yambou est là. Bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir, c'est Jeanne Retour. Bonsoir également à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la colère du patronat camerounais, notamment sur la gestion des entreprises par les pouvoirs publics en ces temps de crise sanitaire liée au coronavirus. Au cours d'une séance de travail hier dans la ville de Douala, ils ont fait savoir que 96% des entreprises sont affectées par la pandémie. Ils redoutent également d'énormes pertes financières ainsi que la baisse de leur chiffre d'affaires. Vous suivrez également des réactions des Camerounais 48 heures après le drame survenu à l'agence Fitness Voyage ici à Douala. Des citoyens rencontrés ce jour expriment leur courroux et appellent les pouvoirs publics à prendre des sanctions qui s'imposent. Cependant, la polémique reste autour des toilettes payantes dans les agences de voyage ne cesse donc de s'enfler et même le texte gouvernemental qui encadre le secteur demeure flou sur le secteur. Et 5 mois après la crise sanitaire du coronavirus, le ministre de la Santé publique a fait le point concernant la gestion de la pandémie au Cameroun. Au cours d'un point de presse à Yaoundé, Manaouda Malachi fait savoir que le montant total de la riposte sanitaire s'élève à 20 milliards 200 millions de francs CFA, des fonds destinés notamment à l'équipement de matériel médical et même également la construction des centres Covid, entre autres. À l'étranger, nous reviendrons sur l'échec des négociations entre l'opposition et la mission des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest au Mali. Malgré les propositions faites pour calmer les tensions, les leaders de la contestation restent campés sur leur position, appelant à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Serge Alam. Voilà, merci Nadine Yambou. On va vous retrouver dans un instant pour le journal le plus attendu de vendredi. C'est le 20h de Nadine Yambou. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal, toujours en compagnie de nos invités, madame, monsieur.
toujours sur le plateau Equinox Soir, madame, monsieur. Deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Pierre-Emmanuel Bignam, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Dr Patrick Rifoué du RDPC. Il est là, Serge Gauthier Onanina du PURS, et pour la société civile, avocat au barreau du Cameroun, lui c'est Maître Augustin Gueffak. Maître Augustin Gueffak, vous avez vu ces images qui nous sont venues de l'agence Finex, ici à Douala. Un gendarme a perdu la vie. Un gendarme a perdu la vie, condoléances à sa famille. Nous sommes très attristés, mais ça n'enlève rien à la qualité de l'agence Finex. Parce que voyez-vous, je crois que le promoteur, c'est quelqu'un qui se soucie énormément de la précarité, de la pauvreté des Camerounais. Alors que certaines agences fixaient le billet à 10 000, voire 8 000 francs, ce monsieur a produit le même décor pour mettre les billets Douala Yaoundé à 3 000 francs. Félix Etoundi. Monsieur Etoundi, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il se déploie, il fait ce qu'il peut. J'ai essayé de mener des investigations, mais dit en réalité, ces gendarmes n'étaient pas porteurs des tickets de voyage. Ils sont arrivés lorsque l'agence avait presque fermé. Donc le dernier bus était parti. Voyez-vous, donc on était presque à la fermeture. C'est pourquoi la majorité des dirigeants, tous étaient dans leur bureau. C'est ceux qui s'occupent spécialement. Est-ce que le problème c'est au niveau du voyage? Le problème c'est au niveau des toilettes, Maître Gueffak? Non. Il faut établir les responsabilités, oui, et il faut peindre ce qu'il faut peindre en noir. Oui. Est-ce que l'agence Finex est une mauvaise agence de voyage? Non, c'est pas ça le débat. Voilà. Donc, il faut que ce soit transparent. Il y a eu mort d'homme. Est-ce que tous les employés de Finex sont des barbares? Nous dirons non. Qui sont ceux qui ont enfreint la loi? Je crois que tout le monde a regardé la vidéo. Les secrétaires n'étaient pas derrière, les dirigeants n'étaient pas derrière. C'est ce corpus-là, je crois, de 3 ou 4 qui sont des écervelés. On doit s'occuper d'eux. Et puis vous voyez, la faute pénale, elle est individuelle. Le principe doit être bien expliqué, parce que je ne vois pas comment on peut établir la responsabilité de la secrétaire pour l'assassinat. Mais en pareille occasion, il n'y a pas ce qu'on appelle les mesures conservatoires. Est-ce que pourquoi vous... Qu'est-ce qu'il faut conserver? Il y a mort. Oui, il y a mort d'homme. Qu'est-ce qu'on fait donc? Il n'y a plus rien à préserver. Il y a mort, la seule chose qu'il faut enterrer. Et maintenant, chercher l'auteur. Mais l'auteur a été retrouvé. Bon, s'il a été retourné, on le confie à la justice. Et la justice fera son cours. Mais, pour les besoins d'enquête, on se doit d'entendre tout le monde. Afin que cela ne se reproduise plus. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Terminez bien. Je joins ma voix. Sur la montée de la violence, c'est ça ma préoccupation. Vous avez vu tel degré de violence lorsque vous regardez ces images. C'était quand même... C'est écœurant. Oui. Je joins ma voix à celle de tous les militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun pour adresser nos sincères condoléances à la famille de ce jeune gendarme dont la vie a été brutalement arrachée par une bande de voyous. Et puis nous adressons également nos sincères condoléances à la famille de la gendarmerie nationale du Cameroun qui a perdu un brave soldat. D'après les informations que nous avons reçues, il était même de retour du Nozo. Alors, par la même occasion, je joins ma voix toujours au MRC pour souhaiter, disons, pour adresser nos condoléances à ce jeune taximan aussi, qui a subi des sévices par les éléments de la police du commissariat 6e arrondissement, et à la suite de ça, il est décédé. Donc voilà à peu près le climat social que le Cameroun connaît aujourd'hui. Hier, j'étais quelque part, je me réserve l'endroit, j'ai vu un jeune entrer et il portait 2 chevalières. Je lui ai dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais avec ces 2 chevalières sur la même main? Vous savez la réponse que l'enfant m'a donnée? Que c'est pour donner le coup de poing à quelqu'un. Il portait 2 chevalières. Vous voyez, aujourd'hui, quand j'étais petit, mon papa aimait suivre les informations sur RFI. On entendait
dans la zone du Darfour, il y a ceci, machin, au Tchad, il y a ceci, il y a tel coup d'État, Et on a grandi avec cet esprit que les choses comme les guerres civiles, les agressions, les émeutes et tout, se passaient ailleurs, pas chez nous. Depuis pratiquement 4 à 5 ans, le Cameroun est devenu le théâtre de la violence. Voilà. Ça fait que... C'est ça ma question. Qu'est-ce qui explique le degré de violence en ce moment-ci au Cameroun? Les morts n'émeuvent plus personne dans notre pays. Parce que ce qui est étonnant, c'est que un décès comme celui-là, moi j'ai suivi la vidéo. En suivant cette vidéo, j'ai eu la chair de poule. Vous voyez comment est-ce que des voyous s'acharnent sur un élément des forces de l'ordre, se mettent à le molester et celui-là sort de nulle part avec une latte pour l'assommer. Pour l'assommer. C'est un niveau de violence inacceptable dans notre pays qui doit être dénoncé. On n'est pas là pour caresser les uns et les autres. On n'a pas dit que Finex ne fait pas bien son travail ou ne fait pas de bons services aux Camerounais. Mais ça s'est produit quand même à l'agence Finex. Il faudrait que des mesures conservatoires soient prises, que les forces publiques utilisent la force publique, que les responsables utilisent la force publique pour fermer temporairement cette agence. Le temps des investigations. Parce que c'est un scandale. On ne peut pas continuer à observer les choses de cette façon-là. C'est quand même un compatriote qui travaille pour la gendarmerie nationale du Cameroun. Ce sont des jeunes hommes qui se sont sacrifiés. Ils sont allés au fond, d'après les informations qu'on a reçues, sur du Nozo. Un peu de respect. Et à ce jour, nous ne voyons pas les associations des consommateurs, soit disant manifester. Ils sont prêts à manifester lorsqu'il faut soutenir le mensonge du RDPC qui dit que le SICAM va produire 15 millions de masques en un mois. En ce moment, on voit le président des syndicats des consommateurs monter au créneau et supporter cela. Voilà un client qui vient d'être brutalement tué, assassiné. Il faut que les associations des consommateurs condamnent cela avec la dernière énergie. C'est inadmissible dans un pays comme le nôtre. Il faut que ces agences-là, qui n'arrivent pas à assurer un minimum de sécurité, c'est vrai que la responsabilité individuelle, comme Maître vient de dire, mais c'est la politique de gestion de l'agence qui va de la tête jusqu'à toucher le dernier maillon, c'est-à-dire celui-là qui est placé devant l'entrée des salles des toilettes. C'est cette politique-là. Vous voyez les vigiles, par exemple, les sociétés de gardiennage qui recrutent les vigiles et qui les envoient dans ces entreprises travailler. Quel est le casting qui est fait? Quels sont les critères de recrutement qu'on tient compte? Est-ce que ces gens ont le niveau... au problème de l'AET, enquête de moralité. Voilà. Est-ce que ces gens ont le niveau requis pour être vigiles dans des agences comme celle-là? Est-ce qu'ils ont la capacité de gérer la foule? Parce que les gens qui sont au front office ont une certaine formation qu'on leur donne. On peut même supposer qu'ils arrivent dans une société sans avoir ce niveau-là. Mais l'agence qui les accueille, l'entreprise qui les poste, peut souvent, tous les lundis matins, pendant qu'ils font le débriefing ou des formations même des ressources humaines sur la qualité de service et autres, les associer, les appeler pour qu'ils suivent ces formations. Comment est-ce qu'on peut accueillir les gens? Comment est-ce qu'on doit être courtois envers les clients et tout cela? Rien de ça n'est fait. C'est pour cela qu'à un moment donné, même l'État a démissionné dans l'une de ses missions régaliennes, c'est-à-dire que celle de réguler l'activité économique du Cameroun. Parce que, qu'est-ce que l'inspection du travail fait pour se rassurer de la qualité de nos vigiles? C'est un véritable souci. Nous entrons dans les banques. Nous entrons, la dernière fois, un vigile a voulu me froisser à l'entrée d'une banque, donc je me retiens de donner le nom ici. Mais attends, ce vigile, heureusement qu'il avait trouvé en face de lui quelqu'un qui a aussi du répondant. Ah, toujours, vous répondez toujours. Je veux dire, c'est des gars qui n'ont pas de tact. Vous allez faire fuir tout le monde. Ils n'ont pas la formation. Ils n'ont pas la formation qu'il faut. Vous êtes toujours prêt à bagarrer, vous? Non, je ne bagarre pas, mais je sais revendiquer mes droits avec la dernière énergie qu'il faut. Donc, je veux dire, c'est des vigiles, ce sont des sociétés qui emploient des vigiles et qui ne tiennent pas compte du fait qu'ils doivent avoir une certaine formation et autres. Okay. Donc, nous n'acceptons pas ce niveau de violence. Et à voir qu'à ce jour,
qu'à ce jour, les associations de consommateurs ne s'indignent pas, ne dénoncent pas, ne manifestent pas. Vraiment, c'est déplorable. Alors, ils sont en train d'attendre que le MRC condamne cela, peut-être annonce une marche blanche pour dénoncer cela, pour que les chars anti-émeutes commencent à se mettre en branle dans tout le carrefour de Douala et Yaoundé. Nous condamnons avec la DN. On va d'abord prendre Serge Gauthier sur cette information. On va revenir sur ce que vous savez. Serge Gauthier, vous avez également vu ce degré de violence à l'agence Finex il y a 2 jours. Alors, un gendarme qui est parti. Notre premier secrétaire, Serge. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous ai dit, on revient d'abord. Je réponds à votre question. Oui, voilà. C'est à votre question que je réponds. Notre premier secrétaire, Serge Espoir Matomba, a publié une tribune hier qui s'intitule « L'urgence d'agir et de se ressaisir ». Voilà. Dans cette tribune, il parlait clairement, il s'interrogeait sur la nature du différent qui pourrait être à l'origine de la mort fatale d'un individu. Et la question, c'était, était-ce pour si peu? Pour si peu. Pour si peu. Une pièce de 100 francs. Avons-nous atteint, notre société a-t-elle atteint un niveau de décrépitude morale, une crise de valeur assez accentuée pour que la vie humaine soit ramenée au niveau de l'animalité? Mais la réflexion a été poussée plus loin. Il a estimé que c'est la conséquence de la défiance pour les règles établies que le système RDPC a entretenu, la condescendance que les uns entretiennent envers les autres, mais également il a estimé que tout cela est également le fruit, à un moment, du respect du manque de justice sociale, du manque de l'éducation. Justice et de l'absence de l'égalité de tous et pour tous. Parce qu'aujourd'hui, si on en arrive à là, c'est parce que les gens considèrent, moi je suis d'accord, et je condamne avec la dernière énergie cet acte barbare, cet acte inhumain. Voilà une personne, les images ont été choquantes, je n'ai pas pu les regarder jusqu'à la fin. Même aujourd'hui, avec un ensemble de droits, on ne tue plus un animal de cette façon. On utilise comme un chien, on ruse pour l'abattre, parce qu'il y a quand même un niveau d'affection. Vous avez déjà vu où on abat les chiens et les chats? Ben écoutez, moi je vous parle d'une personne civilisée qui estime qu'il a son semblable avec lui, en face de lui, et que le contentieux, moi je vais vous dire, une vie a été ôtée. Justement. Première des choses, il y a d'abord une bagarre violente, il y a une vie qui a été ôtée. Il y aura des privations, il y aura des privations de liberté, il y aura des familles orphelines. Souffrir de l'absence de leurs membres. Que ce soit la personne endeuillée qui est décédée qui a été tuée pour si peu, que ce soit les personnes qui seront victimes de la privation de liberté, ont-elles pensé à ce qu'elles vont faire subir à leurs proches, et pour combien et pourquoi elles auraient pu éviter cela. Notre société, le RDPC a besoin, puisque c'est lui qui est au pouvoir, doit remettre de l'ordre dans cette société. On doit rentrer à l'éducation, refonder cette éducation, monsieur Rifoué. Nous devons avoir la justice sociale, parce que si on en arrive là, peut-être qu'il y a eu une condescendance, peut-être qu'il y a eu un abus d'autorité, mais si on n'est pas éduqué, on ne peut pas dialoguer avec son adversaire. Peut-être qu'il y a un problème d'égalité entre quelqu'un s'est senti, il avait un rapport à faire à sa hiérarchie, il estimait qu'on peut peut-être lui imputer de temps en temps quelque chose dans son salaire. Tout ça doit être recadré aujourd'hui, reconsidéré. Et que cette violence, cette exacerbation de la haine, du discours violent, nous devons comprendre que nous sommes dans la fraternité. Il faut entretenir un nouveau discours, un nouveau paradigme. Faites rêver les Camerounais pour qu'ils s'aiment désormais, pour qu'ils ne se regardent plus comme des ennemis. Merci. C'est encore long. Hein. Voilà, justement, Dr Rifoué, qu'est-ce qui explique, selon vous, ce degré de violence au Cameroun qu'on observe depuis un certain temps? Oui, je commencerai par présenter au nom du RDPC mes condoléances à la famille du gendarme décédé, à la gendarmerie nationale également, et mes souhaits de bon rétablissement au gendarme-major. Yule Yache Aubin. Voilà,
qui est sous soins intensifs à l'hôpital de la Garnison. C'est un événement regrettable auquel nous avons assisté à l'agence Finex et j'ai vu les images qui étaient effectivement insoutenables par la violence qui se dégageait des échanges qu'il y a eu, d'autant que ces garçons, ces soldats, rentraient du nord-ouest et du sud-ouest où ils sont allés défendre l'intégrité territoriale du Cameroun. Donc, qu'après avoir pris le dessus sur les sécessionnistes, qu'ils en viennent à décéder dans ces circonstances, cela n'est pas acceptable. Et nous espérons que la justice aura la main lourde à l'endroit de tous ceux qui ont participé à la commission de cet homicide. Pour revenir à votre question, la montée de la violence en règle générale, c'est une question qu'on pose pas seulement dans la société camerounaise, dans d'autres sociétés aussi, on s'interroge constamment sur la montée de la violence. La première réponse et la plus simple, c'est de dire c'est le fait de la modernité. Et quand je dis c'est le fait de la modernité, c'est que nous assistons à l'avènement d'une ère au sein de laquelle le contrôle social étant plus lâche, les individus prennent d'autant plus le contrôle sur eux-mêmes que les structures sociales, c'est-à-dire les structures d'encadrement, la famille, l'église, l'école jouent de moins en moins leur rôle. Et ces structures sont substituées par d'autres structures, ça va être le cinéma, ainsi de suite, qui sont davantage vecteurs de ces formes de violence-là. Pierre-Emmanuel vous a pris l'exemple du jeune qu'il a rencontré et qui avait 2 chevaliers à ses doigts et qui s'apprêtait, c'est-à-dire en prévision du fait qu'il s'apprêtait à donner un coup de poing. Mais ça, vous n'étiez pas capable de le faire il y a 15-20 ans. Mais il y a aussi 15-20 ans, vous n'aviez pas le choix entre 35 chaînes de télévision. Ça, vous n'aviez pas le choix. Il y a 15-20 ans, les informations auxquelles vous aviez accès, tout ça était différent. Donc, nous sommes dans une société qui évolue, certes, mais elle évolue avec une ouverture telle que les modèles sont de plus en plus diffus. Et donc, le modèle de l'individu civilisé n'est plus nécessairement la norme. Ça a peut-être été la norme pour vous, pour moi, mais ce n'est pas nécessairement la norme pour le jeune homme qui a passé son temps à s'extasier devant Game of Thrones, où on donne la mort à la parade, c'est-à-dire où le héros est capable de tuer 250 personnes à la fois. Donc, prendre une latte et puis frapper sur la tête d'un individu, ça lui semble tout à fait normal, puisqu'il a vu Jon Snow se comporter de la sorte. Et d'ailleurs être célébré parce que c'est le héros. Donc, c'est ça le problème. Il va peut-être falloir que nous pensions notre société en réfléchissant au modèle d'influence, c'est-à-dire tous ces éléments qui influencent le devenir de nos jeunes. Parce que c'est bien d'admettre que l'on ait accès à toutes les offres informatives, mais est-ce que ces offres informatives auxquelles nous avons accès sont des offres qui permettent d'édifier les individus? De l'autre côté, il faut l'admettre, la sanction, généralement, lorsque les actes déviants sont commis, n'est pas une sanction suffisamment dissuasive pour que les autres n'aient pas envie de se comporter de la sorte, ou que l'individu qui a commis la sanction n'ait pas envie de récidiver. Voilà. Donc, vous avez dit que vous aimeriez que la justice ait la main lourde. Effectivement. Voilà. Ok, merci. Sur ce point, il faut que la justice ait la main lourde afin que la sanction qu'on applique ne parle pas simplement à celui qui a commis l'acte, mais qu'elle ait une vertu de sensibilisation à l'endroit de la société. Voilà, justement, on revient à vous, Serge Gauthier-Onanina. On a appris pendant le journal de Nadine Yambou que Serge Espoir Matomba faisait l'objet d'une interpellation, a fait l'objet d'une interpellation et a été conduit au tribunal militaire. Qu'est-ce qu'il en est? Je voudrais vous dire, sans être juriste, qu'après 18h, il n'y a pas d'interpellation au Cameroun. De façon simple. Je ne sais pas pour l'instant où se trouve mon premier secrétaire, et c'est un communicant inquiet, préoccupé et scandalisé qui prend la parole. Parce que c'est un enlèvement qui vient d'être fait par des individus qui se considèrent civils, qui se considèrent comme étant des militaires. L'enlèvement a eu lieu après 18h. Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire du PUS, jouit d'un domicile. Il a des activités connues. Et s'il y a un problème, qu'il soit un malentendu ou d'ordre judiciaire, on devrait clairement savoir où le saisir.
Nous sommes à l'entrée du week-end. Ce genre de chantage et d'humiliation, nous prenons la communauté, l'opinion nationale et internationale à témoin face à cette provocation des individus très mal intentionnés au dessein inavoué contre à la fois notre leader, mais également notre formation politique, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ils ont vite fait, alors que j'ai appelé le siège de notre parti, on nous a dit que cet incident a eu lieu autour de notre siège, du siège de notre parti. Cela n'est pas vrai. Je me suis séparé de M. Matomba pour venir à votre émission. Quand je l'ai quitté, il se rendait à un deuil, à des obsèques, à une levée de corps. C'est là-bas qu'il a été enlevé dans un véhicule et il n'est pas joignable. Donc on ne peut pas me dire que c'est une interpellation, parce que lorsqu'on vous interpelle, on indique la destination. Tous nos cadres du parti se sont dirigés là où les réseaux sociaux semblent indiquer le lieu de sa détention. Il n'y est pas. Lorsqu'on vous interpelle, on indique clairement, on vous laisse communiquer à vos proches quand même que vous êtes interpellé et on laisse clairement dire, vous indiquer la destination pour que s'il y a un souci ou un complément d'information, vous l'apportez. Donc je voudrais rassurer les militants du PUS en leur demandant de garder leur calme. En même temps que je leur demande de garder leur calme, j'interpelle le gouvernement de la République parce que je tiens à rappeler que M. Matomba a été candidat à la présidentielle. C'est une personnalité, c'est un leader d'opinion autour duquel et contre lequel on ne peut plus se permettre n'importe quelle liberté. Voilà, merci. Nous avons la chance d'avoir un avocat sur le plateau, Maître Ngepak. Mais qu'est-ce qui se passe avec le code de procédure pénale? Serge Alain, le parti État va de violation de la loi en violation de la loi. Ce sont les militants du RDPC qui ont interpellé Matomba. Je vous en prie. Non, nous on veut comprendre. Hein, je vais expliquer facilement. Oui. Maintenant, vous voulez qu'on perde du temps. Non, on ne perd pas le temps. Le policier est devenu le centre de tout. Oui. Si le policier peut, avec un mandat de perquisition, conduire quelqu'un en cellule, alors qu'est-ce qui l'empêche de venir à 19h, vous enlever chez vous et vous conduire dans la même cellule? Est-ce qu'il y a une différence? Et surtout que nous sommes vendredi. Hein. Alors, il y a un jeune homme qui m'a appelé ce matin pour dire que certains hommes en civil sont venus toquer à sa fenêtre. À la fenêtre? À sa fenêtre, oui, à 6h. Il ne les a pas reconnus, ils sont partis dans sa nouvelle maison, enlever son petit frère pour aller dans une gendarmerie garder. Je lui ai dit, ok, mets-toi à l'abri, lundi on verra. Parce que le vendredi, oui, le procureur il n'est jamais en place. Et puis, lundi, nous allons saisir le procureur pour savoir. Juste parce qu'il a acheté son terrain, il veut construire, les escrocs sont autour. Et pour l'empêcher de prendre possession, on enlève l'occupant, on va le garder dans une gendarmerie, je crois PK14 ou PK15. Il s'agit de la même chose pour Serge Espoir Matomba. La notion de convocation existe rarement. Si vraiment on ne sent pas que vous avez de l'énergie, on ne vous adresse plus la convocation. Parce que qui fera quoi? Non, revenons un peu à la normale. Revenons un peu à la normale. Un tout petit peu, vous demandez un tout petit peu. Oui, parce que nous aspirons à une république exemplaire. Commençons d'abord par une république normale pour atteindre l'exemplarité. Pour l'heure, nous n'avons même pas effleuré la république normale. Oui. Des individus qui viennent arrêter Serge Espoir Matomba, que tout le monde connaît, à 19h dans un cas, je suis sûr, s'il a encore envie, c'est qu'il a la chance. Ces gens devraient au moins freiner et dire, avec ce qu'on est en train de vivre à Finex, avec cet enfant qui a été aussi battu à mort, il faut changer un peu de paradigme. Mais bon. Ok. Oui, rapidement, un mot pour Rifoué sur cette situation. Oui. Quelques secondes, on arrive. Je ne sais pas de quoi il retourne, mais de toutes les façons. Décidément, le code de Rifoué. Non. Vraiment, nous avons reçu l'information à chaud. Le RDPC n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est un incident.
c'est un incident, contrairement à ce qu'a allégué Maître Gueffak. Non, le RDPC est un parti proche du pouvoir, il n'est même pas le parti au pouvoir. Il faut que cela soit su de tous les Camerounais. Donc le RDPC n'a absolument rien à voir avec cet incident malheureux que nous condamnons, bien évidemment, parce que rien n'autorise à ce qu'un citoyen camerounais de la stature de Serge Espoir Matomba soit enlevé et soit retenu contre son gré au-delà de 18 heures. Ok. Oui, bien. C'est triste de continuer à entendre ce genre de nouvelles aujourd'hui. Parce que c'est triste pour ceux qui ne sont pas accoutumés. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que ce qui était dans la maison des poussins peut se retrouver également dans la maison des cadavres qui se réveillent. Non, des canards. Ah, ok. Donc, comme pour dire que hier, c'est le président élu, professeur Kamto, qui a été arrêté, Manu Militaro, de cette façon-là, vers une destination inconnue. C'est plus tard qu'on a découvert que la direction était Yaoundé. Donc aujourd'hui, c'est Serge Espoir Matomba. C'est dommage. Serge Espoir Matomba est quand même un candidat à l'élection présidentielle qui a eu un score honorable et donc il a une personnalité publique. Le MRC ne s'est pas encore prononcé dessus puisque ça vient de sortir. La nouvelle vient de nous joindre, mais je pense qu'à mon titre personnel, je donne tout notre soutien au PURS afin qu'une enquête soit rapidement ouverte et que, première chose, il faudrait qu'on retrouve où est-ce qu'il est embastillé en ce moment, parce que ce sont des techniques de brutalité qui relèvent de la dictature pure. Voilà pourquoi nous avons l'habitude au MRC de dire que le Cameroun est une dictature. Donc voici encore une preuve ce soir. Nous prions les autorités de commencer eux-mêmes à chercher où se trouve Serge Espoir Matomba en ce moment, les autorités publiques, afin que la tension ne continue pas à monter. Parce que nous sortons d'un drame d'un gendarme qui a été froidement assassiné et tout. Aujourd'hui, c'est Serge Espoir Matomba qui est arrêté. Vraiment, que cela cesse. Que cela cesse. Ok, rapidement, voilà. Alors, je dis que nous restons en alerte. Et nous allons activer tous nos réseaux pour retrouver notre premier secrétaire dans l'entièreté de son corps, mais également de son esprit, de son état d'esprit. Nous disons également, nous interpellons les forces de sécurité pour qu'elles activent également les réseaux et nous demandons à nos militants de rester calmes, de rester sur leur garde. Et nous disons que qu'il s'agisse d'un malentendu ou pas, le PURS ne laissera pas cette humiliation ou cette situation sans poursuite. Merci cher monsieur, merci à vous Serge Gauthier, merci docteur Rifoué, merci Emmanuel Bignam, merci maître d'être venu une fois de plus. Merci Serge. Bonsoir Serge Espoir Matomba.